Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai. Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Madame Bintou Keïta, Monsieur Jean-Pierre Lacroix et Madame Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctivement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir.
Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda. Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et 1 soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces 3 dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèle une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion
du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux
qui oserait justifier l'injustifiable. Nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Kaikwamba Wagner, pour son intervention. Et je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Qu'il me soit permis à l'entame de mon propos de remercier la présidence algérienne pour le brio avec lequel elle mène les travaux du Conseil de sécurité en ce mois de janvier. Nous remercions aussi l'Algérie pour la convocation de cette réunion importante. Je me félicite de la présence et de l'exposé de Mme Bintou Keïta, de l'exposé de M. Lacroix et de Mme Msouya. Je salue aussi la présence de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que des représentants de l'Angola, de l'Uruguay, de l'Afrique du Sud et du Burundi. Monsieur le Président, le Rwanda regrette la détérioration des conditions de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette crise aurait pu être évitée si le gouvernement de la RDC avait réellement fait la démonstration de son attachement à la paix. La RDC dispose de tous les outils nécessaires pour parvenir à un règlement durable à ce conflit. La communauté internationale a placé énormément d'attentes dans les processus de paix de Luanda de Nairobi, conçus d'une part pour établir de bonnes relations entre le Rwanda et la RDC, et de l'autre pour promouvoir le dialogue intercongolais en s'attaquant aux causes profondes du conflit. Il s'agit notamment des défaillances persistantes dans la gouvernance de la RDC, ainsi que de la présence de plus de 250 groupes armés nationaux, dont le M23, et de 14 groupes armés étrangers, y compris le groupe génocidaire FDLR, entre autres. Monsieur le Président, le processus de Luanda, revitalisé en mars 2024, a réalisé d'importants progrès. Le 31 juillet 2024, les 3 ministres se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu entre les parties au conflit à Luanda. Cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 4 août 2024. Ce cessez-le-feu était plus ou moins respecté en dépit d'accrochages occasionnels jusqu'au mois d'octobre 2024. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis octobre 2024, le gouvernement de la RDC et ses forces armées, les FARDC, ont décidé d'accroître la militarisation de l'Est de la RDC en déploiement des armes lourdes, notamment des drones d'attaque et d'autres troupes le long de notre frontière, y compris 10 000 troupes burundaises. Ainsi, en violation du cessez-le-feu, les FARDC ont décidé d'intensifier leur opération militaire en attaquant les positions du M23, lequel a pris des mesures en représailles et a pris davantage de territoire. Malheureusement, nous regrettons que la communauté internationale ait choisi de condamner le M23 pour l'extension de son territoire sans condamner la coalition militaire FARDC pour violation du cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu concernait toutes les parties à ce conflit, donc toutes les parties auraient dû le respecter. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'armée congolaise place des armes lourdes et de l'artillerie dans les zones densément peuplées, y compris à proximité de camps de déplacés, en dépit des mises en garde des organisations humanitaires internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières. Ces agissements ont entraîné
des pertes regrettables en vies humaines innocentes. Cette artillerie lourde a été utilisée pour bombarder, pilonner de manière aveugle les territoires sous contrôle des M23. La plupart des bombardements ont ciblé des zones densément peuplées, entraînant des pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et la destruction de maisons. Après le report du sommet de Luanda du 15 décembre 2024, la situation s'est aggravée sur le terrain du fait de l'obsession de la RDC pour une solution militaire à ce conflit. En accordant la priorité à la militarisation du conflit, plutôt que d'utiliser pleinement les mécanismes régionaux mis en place pour encourager une solution durable, fruit d'un dialogue, le conflit a continué de se détériorer, ce qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en vertu du processus de Luanda, un accord ministériel a été conclu sur un concept d'opération CONOPS pour neutraliser les FDLR, une milice génocidaire sanctionnée par l'ONU et les États-Unis, et pour lever les mesures de défense du Rwanda le long de la frontière commune. Les FDLR, qui représentent une menace directe pour la sécurité et l'intégrité territoriale du Rwanda, se composent de auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsis qui a fait plus d'1 million de victimes. Des décennies durant, les FDLR ont trouvé refuge en RDC où ils recrutent des combattants, influencent les élites locales corrompues et diffusent leur idéologie génocidaire anti-Tutsi au sein des communautés congolaises, d'où persécution de ces communautés. Des centaines de milliers de personnes ont aussi dû fuir et trouver refuge dans la région. D'autres se trouvent dans des camps de déplacés. Aujourd'hui, les FDLR sont non plus simplement un supplétif, mais un allié stratégique du gouvernement de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, un projet d'accord préparé dans le cadre du processus de Luanda devait faire l'objet d'un accord et être signé pendant le sommet du 15 décembre 2024. Il recensait 3 préoccupations sécuritaires très clairement énoncées. Premièrement, la question des FDLR, les mesures défensives du Rwanda et la question des M23. Le CONOPS, accepté par les 3 ministres le 25 novembre 2024, porte sur les 2 premiers éléments, en prévoyant un calendrier de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. Seule la question du M23 devait encore être réglée. Si les 2 pays participaient à des discussions à Luanda sur un plan de neutralisation des FDLR, la situation sur le terrain était toute différente. Depuis la première réunion ministérielle du 21 mars, durant laquelle la RDC avait accepté de fournir un plan de neutralisation des FDLR, la collaboration entre les FDLR et le gouvernement du Kinshasa a augmenté. Alors que je vous parle, elle n'a jamais été plus intense. Comme je l'ai dit, les FDLR sont devenus un allié de l'armée de la RDC. Le 25 novembre 2024, lorsque les 3 ministres étaient occupés à Luanda à signer le CONOPS, 3 réunions de haut niveau avaient lieu entre les RDC et les FDLR et leur commandement. Ce jour-là, à Goma. Ceci est très différent de la bonne foi dont se targue la RDC devant la communauté internationale et contraste avec l'absence de volonté politique sur le terrain à mettre un terme à son alliance stratégique avec les FDLR. En dépit d'un accord initial de la RDC de dialoguer dans le cadre du processus de Nairobi, le ministre de la RDC a refusé pendant 9 heures de manière catégorique l'inclusion de tout engagement à dialoguer avec les M23. Par conséquent, étant donné qu'il s'agissait du seul point à l'ordre du jour, la seule solution fut de reporter le sommet, sachant que le Rwanda n'est pas simplement là pour se faire prendre en photo. Si le chef d'État s'était rendu à ce sommet, c'était pour traiter d'un point à l'ordre du jour, signer un accord. En l'absence d'accord à signer, il n'y avait aucune raison que le sommet se tienne. Nous ne pouvions que le reporter jusqu'à ce que toutes les questions soient réglées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la récente mobilisation militaire par la RDC, y compris la constitution d'une coalition à plus grande échelle impliquant les FARDC, les FDLR, Wazalendo, 10 000
membres des forces armées burundaises, 1600 mercenaires européens et la SAMIDRC de la SADC représentent une menace sans précédent pour la sécurité du Rwanda. Pendant 2 ans, le président Félix Tshisekedi de la RDC s'est publiquement engagé à opérer un changement de régime au Rwanda. Une question extrêmement grave pour nous. Un chef d'État qui proclame son souhait d'opérer un changement de régime dans un autre pays n'est pas une question à prendre à la légère. Ces discours, conjugués à la présence militaire significative de la coalition le long de la frontière du Rwanda, est source de déstabilisation et est inacceptable. Le Rwanda note aussi avec déception l'incapacité de la communauté internationale à condamner le recours à des mercenaires étrangers dans le cadre de ce conflit. En dépit des claires violations de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine de 1967 et de la Convention des Nations Unies de 1989 contre l'utilisation de mercenaires, notamment par les acteurs étatiques. L'arrestation d'un chef mercenaire roumain, Horatiu Potra, en décembre 2024, atteste de la gravité de cette question. Or, aucune mesure digne de ce nom n'a été prise. Aucune condamnation n'a été mise par le Conseil ou par l'Union européenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je tiens ici à souligner les préoccupations du Rwanda face au rôle que joue actuellement la MONUSCO dans l'Est de la RDC. Mais avant cela, permettez-moi de préciser que le Rwanda n'est pas hostile à la MONUSCO. Personne ne devrait nuire au casque bleu. Cependant, les faits sont obtus, têtus, ils parlent d'eux-mêmes. Nos préoccupations sont triples. Premièrement, la MONUC, qui devait devenir la MONUSCO, fut déployée pour la première fois en RDC en 1999. Cela fait donc 26 ans qu'elle a été déployée pour la première fois. Les résolutions autorisant le déploiement de la MONUC et l'ensemble des résolutions qui ont suivi, qui donnaient notamment un mandat de neutraliser, était très clair en savoir qu'elle donnait un mandat de neutraliser les FDLR. Malheureusement, avec la présence de la MONUSCO dans l'Est de la RDC, les conditions de sécurité n'ont fait que se détériorer depuis lors. Deuxièmement, en allant au-delà de ce mandat de maintien de la paix et de protection des civils, la MONUSCO est venue rejoindre une coalition dont l'objectif est clairement affiché, à savoir opérer un régime de changement au Rwanda. Le Rwanda, qui est un autre État membre de l'ONU. La coalition mise en place par la RDC, avec toutes les forces que j'ai citées, se sont vues donner un mandat très clair. Opérer un changement de régime. Cette question, nous la prenons très au sérieux. Troisièmement, les opérations de la MONUSCO soutiennent les FDLR, un groupe sanctionné par l'ONU. Ils soutiennent aussi les mercenaires européens en violation de la Convention de l'ONU de 1989. Tout ceci est inacceptable. La MONUSCO risque de se trouver plongée dans un conflit dans lequel elle se retrouverait être une force belligérante. La MONUSCO devrait utiliser ses ressources et ses troupes pour protéger les civils, notamment dans les camps de déplacés, plutôt que de se battre aux côtés de la coalition. Le mandat est clair, ne l'oublions pas. Il ne peut pas être modifié. Certaines de ces forces, notamment le groupe Wazalendo, FDLR, ont commis des atrocités majeures dans l'Est de la RDC. Donc une force internationale dont nous sommes tous membres ne devrait pas être associée aux activités de groupes armés sanctionnés et aussi négatifs. Une fois encore, le Rwanda appuie la MONUSCO. La MONUSCO pour nous n'est pas du tout un problème, hormis les quelques questions que je viens d'évoquer. Monsieur le Président, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est une surprise pour personne. Elle est le reflet de la situation que l'on connaissait il y a 12 ans. Elle est la résultante d'une mauvaise gestion complète par la RDC d'un problème complexe. La communauté internationale a aussi sa part de responsabilité, puisqu'elle n'a nullement tenu compte des causes profondes du problème et permet à des acteurs légitimes d'agir en dehors de leur mandat. La situation est donc exactement la même qu'en 2012 et 2013. À l'époque, aucune solution politique n'avait été trouvée pour faire en sorte que le problème et ses causes profondes soient réglés. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous sommes à un stade critique. Nous devons trouver le moyen
de reprendre les processus diplomatiques et politiques axés sur des solutions concrètes. Le Rwanda estime que ces solutions pourraient impliquer des acteurs supplémentaires, principalement basés en Afrique, en partenariat avec la communauté internationale. Nous sommes déterminés à poursuivre les processus régionaux, à un dialogue pacifique pour parvenir à un règlement pacifique de ces questions. Nous sommes prêts à continuer à participer au processus de paix. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Ce problème doit être réglé au plan politique et diplomatique avec l'appui de tous les partenaires agissant à l'unisson. Cependant, pour que ces efforts soient couronnés de succès, la RDC devra jouer un rôle positif. Après tout, il s'agit d'un problème congolais. Un problème dont le règlement cherche à être externalisé par la RDC. Or, ce n'est pas possible. La RDC doit s'approprier le problème, faire montre de volonté politique. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du conflit, y remédier. Les partenaires peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas régler à eux seuls le problème. Le Rwanda est disposé à apporter sa pierre à l'édifice, à faire en sorte que des solutions concrètes soient trouvées qui tiennent compte des préoccupations de tous les acteurs sur un pied d'égalité. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda pour son intervention et je donne la parole à l'Angola. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mjamar, président du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de janvier, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'aimerais pour commencer féliciter la République populaire démocratique de l'Algérie pour sa présidence de maître du Conseil et merci pour la convocation de cette réunion importante sur la situation en République démocratique du Congo, RDC. Nous saluons la participation de son Excellence Madame Thérèse Kayekwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC. Et son Excellence, le représentant permanent de la République du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous remercions Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, et Madame Joy Msuya, sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe au secours d'urgence pour leurs exposés fort complets. Nous remercions aussi les membres du Conseil de sécurité et l'ensemble des intervenants qui ont appuyé son Excellence le président de l'Angola dans le cadre des efforts qu'il déploie actuellement au travers du processus de Luanda pour rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée de réaffirmer, une fois encore, l'attachement de l'Angola à la prévention des conflits, à la gestion des conflits et au règlement des conflits dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'intervenir devant le Conseil pour évoquer 3 grandes questions. Premièrement, la situation actuelle en RDC, l'augmentation de la violence dans l'est de la RDC ces dernières semaines est source de grandes préoccupations. Le 25 janvier, son Excellence, le président Lourenço, président de la République de l'Angola, qui a été chargé par l'Union africaine d'assurer la médiation entre la RDC et le Rwanda, a exprimé ses préoccupations face à l'escalade du conflit et la grave détérioration des conditions de sécurité et de la paix dans l'est de la RDC, en particulier au nord Kivu et au sud Kivu. La résurgence des attaques des M23 et son occupation illégale récente de Sake et Minova attestent de l'escalade dangereuse du conflit, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la situation humanitaire déjà fragile, en particulier autour de Goma. Goma maintenant assiégée. Ces actions que nous condamnons avec force et que nous rejetons sont une violation flagrante et inacceptable du cessez-le-feu en vigueur depuis août 2024.
Ces agissements menacent les efforts déployés et les progrès réalisés dans le cadre du processus de Luanda vers un règlement pacifique du conflit, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la sécurité de la région si nous n'agissons pas maintenant. Conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et au principe d'égalité souveraine de tous les États membres, l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée. La République de l'Angola demande aux parties au conflit de respecter le droit humanitaire, le droit international des droits de l'homme, de protéger les civils, de préserver l'intégrité et la sécurité du personnel. Mécanisme de vérification ad hoc renforcé déployé à Goma, Nord Kivu, dans le cadre des efforts de facilitation de l'Angola. Nous réitérons notre appui inébranlable à la MONUSCO ainsi qu'à la SAMI-DRC. Nous demandons à tous les groupes armés de respecter pleinement le mandat de la Force des Nations Unies. Dans ce contexte, nous saisissons l'occasion qui nous est offerte d'adresser nos plus sincères condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi, à l'Uruguay, aux familles des décédés parmi les soldats de la MONUSCO et de la SAMI-DRC qui ont perdu la vie dans le cadre de l'affrontement avec le M23. Nous souhaitons par ailleurs un prompt rétablissement aux blessés. Nous le répétons, les parties doivent respecter pleinement le cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda le 3 juillet à Luanda, lequel est entré en vigueur le 4 août 2024. Nous exhortons vivement toutes les parties et parties prenantes à utiliser les bons offices pour préserver le cessez-le-feu. Deuxièmement, le processus de Luanda. Nous avons réalisé des progrès remarquables dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Luanda. Il est important de préserver les efforts de paix et de médiation déployés par son Excellence, le président de l'Angola, qui ont contribué au cessez-le-feu du 4 août de 2024. L'adoption d'un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et en faveur des forces de désengagement, la levée des mesures de défense du Rwanda, l'opérationnalisation du mécanisme de vérification ad hoc renforcé le 5 novembre 2024, l'adoption du CONOPS et la signature d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement de l'Angola et la MONUSCO le 23 novembre 2024, afin d'appuyer le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Les divergences de vues en ce qui concerne la question du M23 est la question en souffrance qui doit être réglée pour consolider le projet d'accord de paix. Elle est à l'origine du report du sommet qui était prévu en Angola le 15 décembre pour réunir son Excellence Félix Tshisekedi, président de la RDC, et son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Fort de son attachement à poursuivre les consultations dans le cadre du processus de Luanda, son Excellence le président Lorenzo a envoyé un message au président Kagame le 18 décembre. Message transmis par Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola, où nous continuons d'espérer que les parties pourront venir à bout des divergences qui persistent pour parvenir à un accord mettant un terme à la fin au conflit dans l'Est de la RDC. Nous devons continuer de soutenir les parties, de les encourager à régler ce dernier problème de ce processus de paix qui n'a que trop tardé. Pour ce qui est de l'avenir, le président de l'Angola a à maintes et maintes reprises répété que le conflit et les problèmes de sécurité dans l'Est de la RDC ne trouveront pas de solution par les voies militaires. Il a exhorté les parties à reprendre les négociations immédiatement. Nous avons besoin d'une désescalade rapide et sans condition du conflit. Nous voulons que les parties reprennent sincèrement leurs efforts pour régler les questions en souffrance et programment le sommet qui a été reporté. Les parties concernées doivent donc coopérer, travailler ensemble, se respecter
les décisions prises dans le cadre du processus de Luanda, le respect au pied de la lettre du cessez-le-feu conclu entre les parties et la cessation immédiate de toutes les hostilités sont essentiels si l'on veut créer un environnement politique propice à un règlement pacifique en vertu des processus de Luanda et de Nairobi. Nous encourageons toutes les parties à éviter tout agissement, tout discours susceptible d'exacerber les tensions, notamment les discours incendiaires qui sont contre-productifs par rapport aux efforts diplomatiques déployés pour trouver une solution durable à ce conflit qui dure depuis si longtemps. En conclusion, je réaffirme la détermination du président de l'Angola en tant que facilitateur mandaté par l'Union africaine pour poursuivre cette quête de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC, à poursuivre ses efforts. Je vous remercie pour votre attention. De la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour faire une intervention supplémentaire. Vous avez la parole. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, aujourd'hui, il n'y aura pas de réfutation. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse aux propos et aux tentatives maladroites du Rwanda de passer sous silence les attaques impitoyables et inexcusables sur l'édifice du multilatéralisme, du droit international et de la valeur de la vie humaine qu'il est en train de mener à ce moment même à Goma. La réponse à l'agression rwandaise et à ses manœuvres de diversion doit venir de ce Conseil, qui doit enfin assumer pleinement ses responsabilités et cesser de détourner le regard. Trop de temps a été perdu dans l'inaction, trop de vies ont été sacrifiées et trop de principes ont été bafoués. Le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage et le mépris des Nations Unies et des résolutions de ce Conseil. L'impunité ne saurait perdurer sans porter un coup fatal à la crédibilité des Nations Unies. Le temps des hésitations est révolu. L'heure est à l'action. Je vous remercie. Je remercie son Excellence Madame Kaykwamba Wagner pour son intervention. Le représentant du Rwanda a demandé la parole pour prononcer une nouvelle intervention. I give him the floor. C'est à vous. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Que les choses soient claires. Ces crises concernent la RDC, d'où le processus de Luanda et de Nairobi. La RDC fait face à des crises politiques, sécuritaires et humanitaires depuis des décennies. Ce n'est pas une nouvelle question. Il ne convient donc pas d'imputer la responsabilité à une partie extérieure. S'agissant de la question de l'intégrité territoriale, nous le reconnaissons, l'intégrité territoriale de la RDC est importante, tout comme celle du Rwanda. Voilà 30 ans que l'instabilité, les attaques et des infiltrations, des attaques faisant des victimes de la part de groupes armés sur le territoire du Rwanda, et ce en provenance de la RDC. Pourquoi la RDC conserve-t-elle les FDLR en faisant un allié stratégique? Il convient de neutraliser et de rejeter les FDLR du territoire de la RDC pour que la paix prévale. La ministre a parlé plutôt du déploiement de l'envoi de liaison du Rwanda pour le mécanisme de vérification à Goma. Alors si ces 3 officiers n'ont pas été déployés plus tôt, eh bien c'est parce que la RDC a refusé de garantir leur sûreté et leur sécurité. Dès que la RDC garantira leur sécurité et
leur sûreté, nous pourrons les envoyer à Goma pour travailler au mécanisme de vérification. Merci. I thank the representative of... Merci au Rwanda pour son intervention. Je donne la parole à son Excellence, Madame Kakikwamba Wagner, qui a demandé la parole pour prononcer une nouvelle intervention. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Je vais être brève. Je prends note, et je pense que le Conseil entier prend note du fait que le Rwanda remet en question la crédibilité du groupe des experts, la crédibilité d'une représentante spéciale du secrétaire général, la crédibilité même de vous, membres du Conseil de sécurité, qui avez dénoncé la présence des forces armées rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Il vous revient à vous de tirer les conséquences de ce mépris, de ce manque de respect. Je voudrais clarifier une chose par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. La République du Rwanda a reçu la veille de la mise en place de ce mécanisme une note verbale garantissant la sécurité de tous ces éléments qui seraient déployés. Mais peut-être qu'ils sont encore à la recherche de la route vers Goma 82 jours plus tard. Merci beaucoup. Congo Avenir.